Vous réunissez 2000 scientifiques à Paris. Quel est l'objet de cette conférence organisée, on le rappelle, à l'UNESCO? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette conférence? En amont de la COP21, on va centrer la conférence sur la question de l'action. Quelles sont les solutions qui existent d'ores et déjà pour lutter contre le changement climatique? Quelles sont les solutions qui sont envisageables? Quelles sont les connaissances scientifiques qu'il faut mobiliser? Le sujet, c'est vraiment de dire, aujourd'hui, les scientifiques sont passés progressivement de ceux qui ont donné l'alerte sur le problème du changement climatique à des acteurs. Et donc, les scientifiques sont mobilisés pour être des partenaires de l'action. Au moment des négociations, quel est leur message? Est-ce qu'ils ont un message à apporter aux politiques ou à la communauté humaine? Tout ne se passe pas en 2015 à la négociation climat à Paris. Ensuite, on va travailler à ce qu'il y ait, du point de vue des politiques, un accord qui monte en ambition. Les scientifiques sont là pour aider à innover, imaginer des solutions, expertiser, évaluer, suivre l'action. Et la conférence est comme une espèce de moment fondateur pour nous, pour pouvoir s'emparer de l'agenda des recherches et se dire dans quel domaine on est fort, dans quel domaine on est faible, qu'est-ce qui manque, et écouter les acteurs, dialoguer avec eux de plus en plus pour pouvoir, au plus près d'entre eux, contribuer à l'action. Même si le temps de la science est long. On peut rappeler le diagnostic et éventuellement les éléments principaux des scénarios pour le XXIe siècle? Alors, à partir de cet objectif de température moyenne globale en 2100, sur laquelle les scénarios diffèrent selon les modes de choix des sociétés, un construit politique est celui du 2 degrés, qui est celui qui pourrait être acceptable, prétendument, pour ne pas franchir trop de seuils qui seraient dommageables aux différents types d'activités, de systèmes, faune, flore, etc. Pour atteindre cet objectif en 2100, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un facteur de 30 à 60% d'ici 2050 et arriver à une neutralité carbone en 2100. Ça, c'est le cadre général de ce que dit le 5e rapport du GIEC. Vous serez partie prenante, les scientifiques de la COP21 qui se déroulera de fin novembre à début décembre à Paris. Vous êtes optimiste sur ces négociations? Les scientifiques seront bien entendu là et ne vont pas s'arrêter après la conférence. Ils vont être très actifs pour produire des éléments de capitalisation sur la conférence, mais aussi de faire un état des lieux de tout ce qui existe et tout ce qui peut manquer en termes de recherche, essayer de tracer des lignes directrices dans différentes directions pour pouvoir proposer des programmes de recherche qu'on espère pouvoir annoncer bien évidemment après la conférence. Et donc on va travailler à affiner ces différents éléments du spectre dans lesquels on voudrait que l'effort soit mobilisé du point de vue des communautés scientifiques dans les décennies à venir. Ça fait 50 ans que les scientifiques ont pour la première fois, ou pour certains, abordé cette question du changement climatique. Pourquoi est-ce que, selon vous, il a fallu autant de temps pour que la communauté humaine s'empare de ce sujet et en fasse un élément majeur de sa construction sociétale? D'abord, il a fallu du temps pour qu'on passe d'un phénomène incertain à un phénomène potentiel, probable, puis avéré. Donc il y a ce temps de la science qui est quand même un temps assez court. Les années 70, les années 2000, c'est 30 ans, c'est pas beaucoup pour la complexité du mode de construction de la preuve scientifique dans le domaine du changement climatique. Donc déjà, du point de vue de la communauté scientifique, c'est court. Du point de vue politique, c'est aussi très court. C'est-à-dire que le GIEC est créé à la fin des années 80, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Rio en 1992. Et puis le sujet rentre dans l'histoire aussi, sur des échelles de temps très courtes, puisque les impacts sont là. Et on ne peut pas négliger l'homme dans tout ça. Donc l'homme, il a besoin d'histoire, il a besoin de culture. Et le défi aussi, c'est qu'on se trouve dans un moment où les échelles de temps sur lesquelles on parle de climat sont des échelles de temps relativement longues et les échelles de temps dans lesquelles fonctionnent nos économies et même nos pratiques quotidiennes, ce sont des échelles de temps très courtes. Vous pensez que l'homme et l'humanité est entré dans une ère de responsabilité? Là, ce qui est un petit peu particulier, c'est que les sciences qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui plus qu'avant, c'est des sciences qui s'intéressent aux effets de l'activité humaine sur l'homme et son environnement, ce que j'appelle les sciences des impacts, et qui est aussi en lien avec l'épidémiologie, la toxicologie, l'écotoxicologie, toutes ces sciences, et puis même les sciences du comportement. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais enfin, on est quand même dans une évolution
du mode de fonctionnement des sciences entre elles, avec une composante de l'observation qui est aussi très très importante. Donc tout ça évolue ensemble et de façon assez rapide.